arrivé lorsque j'étais célibataire depuis environ 1 an. Étant une personne maladroite et qui ne sort pas beaucoup, ma meilleure amie m'avait convaincue d'essayer les applications de rencontres. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Alors j'ai fini par m'inscrire sur ce site appelé OkCupid. Là-bas, je pouvais tout simplement discuter avec des individus pendant un moment, en apprendre davantage sur ces derniers, déterminer lesquels étaient flippants de ceux qui n'étaient pas. Grosso modo, choisir le meilleur match. J'ai donc rencontré cet homme sur cette application de rencontre. Nous avons passé quelques semaines à discuter et en apprendre plus l'un sur l'autre. Il semblait relativement sympa et détendu. Un peu excentrique, mais pas aussi étrange que certains autres gars avec qui j'avais pu discuter. Lorsque c'était le bon moment, il m'a convié à un rendez-vous. À ce moment-là, j'étais très excitée à l'idée de le rencontrer. Alors j'ai dit, bien sûr, pourquoi pas ? J'ai affirmé à cet homme que je préférais des rendez-vous simples et discrets. Alors il a suggéré d'aller directement chez lui afin qu'il puisse nous faire un dîner. Ce à quoi, après cela, nous pouvions regarder des films d'horreur indépendants, une chose que nous aimions tous les deux. J'en ai parlé à mon amie, la même qui m'avait suggéré d'aller sur des sites de rencontres. Et nous avons discuté des risques d'aller simplement chez lui plutôt que de se rencontrer dans un lieu public pour un premier rendez-vous. Je comprends que c'est un vrai lancer de dés de faire ce genre de choses. Mais c'était sans compter sur ce détail mineur de mes 1,85 m alors qu'il faisait 1,70 m. Je sais que ce n'est pas une grande différence de taille et cela ne m'a pas dérangé qu'il soit plus petit que moi. Surtout quand cela signifiait qu'il ne serait probablement pas en mesure de me maîtriser si quelque chose n'allait pas avec ce rendez-vous. Puis, je dois admettre que je fonds facilement pour un homme qui sait cuisiner, ce qui a définitivement obscurci mon jugement à bien des égards. Ceci étant dit, lorsque je me suis présentée à son adresse, mon ami et moi-même avons développé un système de mots codés que nous pouvions utiliser par SMS ou appel téléphonique. Puis, elle avait tous les détails de l'endroit où je me trouvais. Donc si j'arrivais là-bas et que quelque chose n'allait pas, je pouvais l'appeler ou lui envoyer un texto. Lui laisser le mot d'urgence. Elle songerait à une raison pour que je parte et viendrait me chercher. Comme je le disais, je suis arrivée et nous sommes montés dans son appartement, afin qu'il puisse me le faire visiter. Il a commencé à insister un peu trop sur sa chambre, disant comment son grand lit me conviendrait, mais j'ai juste mis cela sur le compte de quelques blagues maladroites de mauvais goût. Puis, je l'ai fait passer à autre chose. Après ça, il m'a alors emmené à la cuisine, où j'ai supposé qu'il s'apprêtait à essayer de récupérer quelques points en me préparant à manger. Il a parlé de ce qu'était la bonne cuisine et de la façon dont il allait m'impressionner avec ses talents de cuisinier. Mais il n'avait en réalité, à cet instant, rien acheté du tout pour cuisiner. Tout ce qu'il avait pris pour ce rendez-vous fut cette bouteille de vin rouge, affirmant qu'elle était super chère. J'ai fait l'erreur de me présenter, le ventre vide, en pensant qu'il allait en vérité me faire à manger. Alors quand j'ai réalisé que je n'allais pas être nourrie, j'étais très déçue, mais aussi un peu en colère. Puis, au lieu de comprendre pourquoi j'étais aussi agacée, il n'avait de cesse d'insister sur la bouteille en disant qu'il avait dépensé une centaine de dollars dessus et que je devais être plus reconnaissante de lui avoir laissé en vérité creuser aussi profondément dans ses économies pour nous permettre d'acheter quelque chose comme ça. Ne vous méprenez pas, j'aime le vin, mais je ne connais pas le vin. Donc pour moi, cette chose aurait pu être la plus rare des bouteilles qui existent ou la plus dégueulasse et la moins chère du magasin d'alcool le plus minable. Je ne l'aurais jamais su. Alors, au lieu de dîner, nous avons discuté autour de cette bouteille de vin qui, je l'admets, était plutôt bonne. Mais pas quelque chose pour laquelle j'aurais dépensé une centaine de dollars. Le premier avertissement que j'ai remarqué a été lorsqu'il est devenu évident qu'il essayait de me rendre saoule. Il est arrivé un moment où si je prenais à peine une gorgée de mon verre, il présentait la bouteille, comme pour y compléter mon verre, et y versait ainsi, dans ce dernier, encore plus de vin. Combiné avec le fait de ne pas faire de dîner du tout, je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise. Je pensais encore qu'il essayait d'être romantique ou je ne sais quoi, et qu'il était juste stupide par opposition à malveillant ou prédateur. Donc après l'avoir à peu près forcé de me laisser manger les restes d'un sachet de chips et des toasts, je me sentais assez sobre pour continuer le rendez-vous et voir où les choses nous mèneraient. Je veux dire qu'il buvait aussi beaucoup et honnêtement, j'ai toujours pensé que ce genre de gars aimait faire semblant de boire ou quelque chose comme ça, juste pour faire boire l'autre personne davantage. En vérité, il buvait ce vin comme un soldat, donc j'ai simplement ralenti mes gorgées jusqu'à ce que tout le vin soit parti. Puis nous nous sommes dirigés vers le canapé afin de regarder quelques films. Une fois assis sur le canapé, j'ai demandé quel film il avait choisi pour nous. En effet, il avait déjà choisi quelque chose et le gardait en surprise jusqu'à ce que je sois chez lui, me taquinant toute la journée en disant « Tu vas adorer ce film, c'est tellement hardcore, tellement sous-estimé » ou des choses du genre. Je dois également admettre que j'étais assez contente de savoir ce qu'il avait choisi puisque je savais qu'il avait de bons goûts, après avoir partagé beaucoup de films d'horreur indépendants préférés. Mais au lieu d'une pépite dont je n'avais jamais entendu parler, quelque chose auquel je pourrais réellement m'intéresser, quelque chose qui pourrait sauver ce qui avait été un rendez-vous assez pitoyable jusqu'à présent, il a sorti A Serbian Film. Pour
Pour ceux qui ne connaissent pas, ce film se présente essentiellement comme étant le film le plus horrible et dérangeant graphiquement, et ce, de tous les temps. Je sais que certaines personnes sont vraiment intéressées par ce film et peuvent en parler pendant des jours de toutes les métaphores, les significations cachées et théories qui l'entourent, mais personnellement, je déteste ça. C'est juste un mélange de plus en plus violent mais dénué de sens, de gore et de film pour adultes qui n'a aucune valeur après le choc. Alors, quand il a suggéré de le lancer, j'ai très poliment demandé s'il avait autre chose en tête parce que j'avais déjà vu A Serbian Film et que je n'étais pas si enthousiaste à l'idée de le revoir, évidemment. Mais non, il a insisté pour que nous le regardions. En constatant que je n'étais pas trop intéressée, il a essayé de me dire que la seule raison pour laquelle je n'ai pas aimé le film, c'est parce que je ne le comprenais pas. J'ai à peu près décidé sur le champ que ce gars n'aurait pas de deuxième rendez-vous. Et même si j'étais en colère contre sa condescendance, j'ai juste gardé mon sang-froid et j'ai sorti mon téléphone afin d'envoyer en message le mot codé d'urgence à mon amie, afin qu'elle puisse mettre fin à ce rendez-vous. Dès que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai commencé à écrire, le gars a haussé le ton et a dit « À qui es-tu en train d'écrire ?» Son ton et son attitude ont une fois de plus affirmé pourquoi il n'obtiendrait pas une seconde chance. Mais encore une fois, j'ai gardé mon sang-froid et prétendu en disant « J'informe simplement mon ami que je rentrerai tard ce soir. » C'est quelque chose que mon ami et moi avions déjà prévu et ça fonctionne à coup sûr. Le gars pensait totalement qu'il était sur la bonne voie et s'est calmé à nouveau en pensant que je lui donnerais ce qu'il espérait ou je ne sais quoi. Quelques minutes plus tard, mon héroïne m'appela et présente une performance oscarisée, qu'il y avait eu un cambriolage dans notre appartement. Pour information, nous vivions séparément. Le volume de l'appel était suffisamment fort pour que le gars puisse entendre et tout ce que j'avais à faire était d'agir naturellement et de vendre le morceau. Mon ami m'a alors demandé si j'avais besoin d'un trajet quelque part et je lui ai donné l'adresse complète de ce gars, code postal compris, juste pour lui faire subtilement savoir que quelqu'un savait où je me trouvais. Je pensais que j'allais être sortie d'affaire d'ici 10 à 15 minutes. Mais ensuite, mon amie m'a prévenu de comment elle a dû conduire sa petite sœur quelque part et qu'elle était à plus ou moins 40 minutes d'ici. J'étais livide. Il s'est avéré qu'elle devait faire une course pour sa mère dont la voiture était au garage. Donc je suppose que c'était juste de la malchance, plus qu'elle ne respectait pas le plan. Mais j'étais quand même assez horrifiée de penser que je devais assister à 40 minutes de plus d'un film aussi dégoûtant, et ce avec un gars qui devenait bien plus étrange et effrayant au fur et à mesure de l'ivresse. Pendant les 30 minutes suivantes, je devais assister aux scènes de ce gars qui me donnait toute cette thèse sur pourquoi A Serbian Film est le meilleur film d'horreur indépendant depuis le projet Blair Witch, et que la raison pour laquelle il est si horrible est parce que c'est un miroir qui reflète une société en décomposition ou des bêtises du genre. Au fil des minutes, des choses de plus en plus étranges et horribles se produisirent, mais fondamentalement, il arrive un moment où quelque chose de super grossier se passe et je dirais simplement qu'un enfant est impliqué. Je ne veux pas vous dire exactement ce qui se passe dans le film, moins à cause des spoilers et plus parce que c'est tellement dégoûtant que je ne veux pas l'écrire. Mais ça revient à cette très mauvaise partie du film. Et c'est alors que le gars, étant juste à côté de moi, commence à respirer de manière très forte et bruyante au travers des narines. Au passage, il a également insisté pour éteindre les lumières, ce que j'ai certes accepté, mais imaginez ensuite le son d'une respiration forte juste à côté de vous dans une pièce sombre. Vous comprenez à quel point j'étais effrayée. J'ai ordonné à mon corps de faire le plus petit tour de tête en y forçant mes yeux de voir ce qu'il faisait, et je l'ai vu simplement regarder l'écran. C'était la première fois qu'il était silencieux pendant à peu près tout le film. Je me suis alors tournée vers lui pour lui dire « Tu vas bien, mec ?» Et après m'avoir donné ce petit gémissement étrange de « En retour, il se soulève soudainement légèrement du canapé afin d'être plus proche de moi, si près que nos hanches se touchèrent. Je lui dis « Wow, mon pote, c'est bien trop tôt pour ce genre de mouvement. » Mais il se contente juste de gémir à nouveau et de répondre « Pourquoi pas ?» Heureusement, on approchait vraiment de l'heure à laquelle on allait venir me chercher, afin que je puisse l'utiliser comme excuse pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas commencer à faire quoi que ce soit. Mais ensuite, il a vu exactement le contraire. Parce que je partais bientôt, il se sentait totalement en droit d'obtenir un petit quelque chose. 2 vagues de grossièreté m'ont frappé, l'une après l'autre. La première fut à quel point il avait mal chronométré son petit mouvement sur moi, couplé avec le contact physique. Les deux m'ont donné des frissons, mais la deuxième vague de grossièreté m'a frappé beaucoup plus fort parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris en considération ce qui avait réellement motivé sa petite tentative de finesse. Il a regardé très attentivement certains des moments les plus grossiers et obscènes que je n'avais jamais vus dans un film, et c'est ce qu'il voulait me faire comprendre. Je ne peux pas exagérer à quel point j'étais complètement effrayée. Je me rappelle avoir reculé un peu, mais il a ensuite essayé de mettre sa main sur ma cuisse. C'était la chose de trop. Je partais d'ici.
J'en avais rien à faire d'attendre dehors dans la rue. Je ne passerai pas une minute de plus dans l'appartement sombre de ce mec effrayant. J'ai attrapé mon sac à main, je me suis levée et lui ai dit « Je suis désolée, mais je dois y aller ». Après ça, je me suis dirigée vers la porte d'entrée de son appartement en espérant qu'il n'essaierait pas de faire une scène dans le couloir. Il ne m'a pas suivi dehors, ce dont je suis honnêtement reconnaissante. Mais ce qu'il a fait ensuite a été bien pire en termes de à quel point c'était terrifiant. Imaginez-vous me voir marcher dans le couloir de l'appartement, dans l'obscurité presque totale, en priant qu'il n'était pas sur le point de courir derrière moi pour me tuer. Puis tout ce que j'entends dans le noir est ce hurlement. Et quand je veux dire hurlement, je parle d'un « Tu ne partiras pas !» J'ai couru en direction de la porte et j'ai réussi à l'ouvrir après avoir paniqué sur le fait que le gars l'avait peut-être verrouillé d'une manière ou d'une autre. Puis je me suis dirigée en bas de l'immeuble. Je n'arrêtais pas de m'imaginer qu'il me poursuivait avec un couteau ou encore une batte de baseball ou quelque chose de semblable. Et bien qu'il ne l'ait pas fait, cette peur était constamment avec moi. Même lorsque je me suis rendue précipitamment dans la rue en regardant par-dessus mon épaule toutes les quelques secondes pour m'assurer que j'étais toujours toute seule. J'ai ensuite appelé mon amie et lui ai dit de se dépêcher. Et heureusement, elle n'était qu'à 1 minute ou 2 d'ici. J'étais donc dehors, dans le quartier, à l'abri du gars. Ou du moins, dans mon esprit, j'étais à l'abri de lui, car je ne connaissais pas très bien son quartier. Pendant tout le trajet en voiture, je disais à mon amie comment un faible début de rendez-vous venait de descendre dans ce cauchemar total. Et tout ce temps, elle grimaçait si fort, jusqu'à ce que j'arrive à la partie sur cette scène du film et comment il y avait réagi. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir peur pour moi, en s'excusant d'avoir mis autant de temps à venir me chercher. Évidemment, je lui ai pardonné, que ce n'était pas de sa faute, que sa mère avait eu une urgence de voiture, mais j'étais quand même assez secouée après avoir dû attendre là-bas pendant si longtemps. J'ai fini par bloquer le numéro du gars, avant qu'il ne puisse essayer de me recontacter. Mais après quelques jours où l'incident fut gravé dans mon esprit, j'ai décidé qu'il ne suffisait pas seulement de le couper de ma vie. Cela ne m'aurait peut-être pas fait de mal cette nuit-là. Il n'essayerait sûrement même pas de le faire, mais quelque chose me disait que c'était juste une question de temps avant que ce gars-là ne fasse quelque chose qui ne pouvait pas être réparé par un simple pot de glace et un peu de conversation entre filles. Je sais que ce n'est pas illégal d'avoir un mauvais rendez-vous avec qui que ce soit, et je sais que cela pourrait me faire ressembler à une totale Karen sous divers aspects, mais j'ai fini par appeler la police juste pour leur dire ce qui s'était passé. Ils ont convenu que ce n'était pas illégal d'être mauvais en rendez-vous, et je savais qu'essayer de poursuivre l'agression sur ma cuisse serait tout simplement inutile. Mais les policiers étaient sympas et m'ont dit qu'ils garderaient son nom dans les dossiers juste au cas où quelque chose en ressortirait à l'avenir, et m'ont remercié de leur avoir fait connaître ma mésaventure. Ça m'a donné l'impression que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher quoi que ce soit de vraiment grave de se produire plus tard, et une partie de moi a espéré que la police soit passée pour l'avertir. Mais peut-être que c'est juste un vœu pieux de ma part. Ce que je sais, c'est à quel point cette expérience m'a totalement épuisée des rencontres en ligne pendant quelques années. Et ce n'est que lorsque Bumble est sorti que j'ai réellement commencé à y retourner. Je sais que je n'ai pas été blessée et je peux dire que dans un monde où tant de vies de jeunes femmes sont arrachées par des hommes violents, ce qui s'est passé cette nuit-là m'a encore terrifiée. Je n'aurais jamais deviné que le gars était comme ça après nos quelques semaines à échanger en ligne. La première chose que j'en ai apprise, toujours se rencontrer dans un lieu public que vous connaissez bien pour un premier rendez-vous et toujours avoir un plan d'évasion. Ça s'est passé à la fin des années 1990, peu de temps après avoir été diplômée du lycée. Je me dois de vous raconter tout d'abord une petite histoire. J'ai rencontré cet homme quand j'avais environ 14 ou 15 ans. Il était plus âgé que moi. Je n'ai jamais vraiment su son âge car il m'a souvent menti à ce sujet. Mais il avait au moins quelques années de plus que moi. Il est devenu, pendant quelques années, ma romance d'été la plus fréquente, mais rien de sérieux. Lorsque j'étais en terminale au lycée, nous nous sommes connectés pendant l'hiver un soir et il m'a demandé d'être sa petite amie. Je l'aimais beaucoup. Alors, nous avons commencé à sortir ensemble et il était gentil. J'ai raté la plupart des signaux d'alarme, comme lui s'inquiétant que tous les autres garçons de la classe ne me remarquent si je portais une robe ou quelque chose du genre. Juste après mon 18e anniversaire, nous avons emménagé ensemble. J'étais encore au lycée et j'avais un après-travail scolaire, alors je pensais que je pourrais le gérer. Je pensais aussi que ce serait un partenaire de vie idéal et que nous pourrions avoir une vie ensemble. J'avais tort. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et j'ai fini par obtenir 2 emplois. Il continuait de quitter n'importe quel travail qu'il avait. J'étais aussi en train de me préparer à entrer dans une université du coin. J'étais déterminée à tout faire. Mais après environ 1 an de cela, et quelques combats vraiment fous qui sont devenus physiques, j'ai fini par devenir engourdie par la vie que je vivais maintenant. Je dis physique, mais la vérité étant qu'il était physiquement violent. Entre les abus physiques, mentaux et la torture, il m'a épuisée. Je savais que je méritais mieux. Je savais qu'il mentait à chaque fois qu'il me disait qu'il ne me ferait plus jamais mal. Je l'ai aussi cru lorsqu'il m'a dit qu'il me tuerait sans penser à rien de tout cela. Je
Je ne parlerai pas de toutes les fois où il m'a battue, mais une de ces fois en particulier, j'ai vraiment pensé qu'il allait me tuer. J'étais à la maison avec notre petit garçon pendant qu'il était de sortie avec des amis ou je ne sais pas ce qu'il faisait. C'était une assez bonne nuit. J'ai apprécié être une nouvelle maman et j'aimais passer du temps à l'écart de cet homme. C'était relaxant. Pour cette histoire, je l'appellerai l'abruti. Donc, l'abruti est venu à la maison plus tard cette nuit d'hiver et il avait emmené un ami à lui. Je connaissais cet ami, mais pas trop bien. Ils sont venus à la maison et tout semblait aller bien. Mais j'ai remarqué que ce connard était un peu sarcastique avec son ton envers moi. C'était un faux gentil sarcasme qu'il utilisait lorsqu'il voulait commencer un conflit. Je me suis donc préparée à ce qu'il songe à commencer une dispute. Je pensais qu'avoir son ami ici serait un filet de sécurité quelconque, mais j'avais terriblement tort. Je me suis assurée de ne rien faire pour le rendre en colère. Je suis restée près de mon petit garçon et je l'ai laissé, lui et son ami, parler et boire ou autre chose qu'il souhaitait faire. Je ne pouvais pas exactement identifier ce qu'il avait fait craquer ces nuits-là, mais il l'a fait. C'était le pire que je n'ai jamais vu. Il voulait me battre. Il m'a crié au visage qu'il allait me battre comme un homme alors que j'étais en train de tenir notre bébé. Son ami l'a suivi, ou du moins ne se tenait pas trop loin de lui. J'ai essayé de courir, mais il m'a bloqué avant que je ne puisse m'enfuir. Il a dit qu'il allait me tuer. J'ai vu son ami se tenir simplement debout là où il était, paniqué. Je lui ai donné mon bébé et puis je lui ai dit « S'il te plaît, ne laisse rien lui arriver ». Au moment où mon bébé était dans les bras de son ami, j'ai senti mes cheveux s'arracher de mon crâne. L'abruti a commencé à me donner des coups de pied et à me frapper. Je me suis éloignée assez loin pour arriver dans le salon où notre téléphone fixe se trouvait. J'ai appelé le 911 et juste au moment où j'ai tapé le 3e chiffre, il m'a ramassé, puis m'a plaqué au sol. Il a claqué le téléphone pour le raccrocher, puis m'a frappé au visage avec. Je pensais bien évidemment que cet appel au 911 n'avait pas abouti. Il a commencé à me frapper si fort et à m'étouffer que je m'évanouissais et voyais des étoiles. Tout cela pendant que ma tête tournait comme une folle. J'ai regardé son ami et je l'ai supplié d'aller chercher de l'aide. Il est juste resté là, effrayé à mort. L'abruti lui a alors dit que s'il le faisait, il le tuerait. J'ai compris à ce moment-là que son ami était juste tout aussi effrayé et ne savait pas quoi faire. Je n'étais pas en colère contre lui de ne pas avoir aidé. J'étais juste vraiment reconnaissante qu'il protège mon bébé. Je savais que ça allait être la fin, que cet abruti allait me tuer comme il n'avait de cesse de me le répéter. Il n'aurait eu aucun remords, comme il me l'avait promis. Je n'étais pas sur le point de rendre cela aussi facile pour l'abruti. J'ai riposté, plus fort que je n'avais jamais riposté auparavant. Il était sur quelque chose que j'ai appris plus tard que sa force n'était certainement pas quelque chose que je pouvais égaler, sans oublier qu'il pesait environ 45 kilos de plus que moi. Mais j'étais une mère qui voulait voir son enfant grandir. Alors qu'il se trouvait au-dessus de moi, me frappant dans la tête et m'étouffant, j'ai attrapé ses couilles et je les ai tordues et tirées. Ça ne l'a pas arrêté. Il était tellement en rage. Je pouvais goûter le sang et je me sentais si engourdie. Il me battait si fort que je n'avais même plus mal. Peut-être que c'était l'adrénaline sur le moment, je ne sais pas. Mais tout à coup, les coups se sont arrêtés. Je ne sentais plus ma tête se faire cogner. Mais étrangement, j'ai entendu un martèlement. Il s'est éloigné de moi et pendant une fraction de seconde, je n'ai pas su ce qui se passait. Je n'étais même pas sûre si j'étais encore en vie à ce stade. Finalement, je me suis levée alors qu'il m'ordonnait de me taire. Le martèlement était celui de la police qui frappait sur la porte. L'appel du 911 était un appel ouvert, ce qui signifie que toute cette violence a été entendue. L'abruti a répondu à la porte et il m'a dit de rester en arrière. Il a commencé à raconter à la police une histoire sur le bébé qui pleurait. Je suis entrée dans la vue de l'officier qui m'a regardée et il a immédiatement jeté l'abruti contre l'extérieur de notre maison. Le reste a semblé se produire si vite. L'abruti a été arrêté pendant qu'un officier me parlait et prenait ma déclaration. Un des policiers m'a dit que j'avais les pires blessures qu'il ait jamais vues d'une personne et que ce soit un miracle que je sois toujours en vie. L'abruti m'a frappé tellement fort qu'il y avait un trou dans ma lèvre, si bien que je ne pouvais pas boire sans que l'eau ne passe à travers. Il m'a appelée de prison et les exacts mots qu'il a prononcés étaient « Pourquoi t'as fait ça ?» Il n'était même pas désolé du tout. Il ne m'a même pas menti cette fois et a pourtant prétendu que tout cela était faux. Je l'ai quitté. Il a finalement été condamné à 26 ans de prison. Il ne les a jamais servis puisqu'il a déménagé dans un autre séjour avant qu'il ne puisse être arrêté. Il a réussi à me trouver et à me traquer, mais je suis restée forte et loin de lui. Puis fatalement, il était passé à sa prochaine victime. J'ai vraiment ressenti tellement de culpabilité à ce sujet, mais la femme suivante a été battue et étouffée également. Mais elle n'a pas seulement été battue, elle a aussi été étouffée à mort. Il a pris la vie de quelqu'un et je suis certaine qu'il n'a rien pensé de cela, comme il me l'a toujours dit. Je sais au fond de moi que si je ne m'étais pas éloignée, ça aurait été moi qui l'aurais tué. Je
suis si désolée pour la famille de cette femme. Il est en prison maintenant, probablement sans ressentir le moindre remords de tout cela. Mais j'espère que justice lui soit rendue d'une autre manière. Je suis simplement si heureuse de m'être éloignée de lui. J'aimerais commencer cette histoire en disant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. J'écoute souvent des histoires d'horreur, mais je pensais pas un jour partager la mienne. Pour des raisons d'intimité, je vais changer les noms dans mon histoire. Je m'appelle Jessica et j'ai 15 ans. J'aimerais penser que je suis une personne très prudente. Je vis en Irlande, dans un grand quartier de banlieue. J'aime généralement aller me balader tous les jours. C'est agréable de sortir de temps en temps pendant cette période hivernale. La journée a commencé comme n'importe quelle autre journée. Je me suis levée vers 8 heures. Je suis allée prendre un café et j'ai fait un peu de sport avant d'aller en cours. À ce moment-là, une tempête de neige arrivait dans mon pays. Il faisait donc très froid dehors et la nuit tomba vers 17 heures. Après avoir terminé une journée d'école épuisante, je rentrais chez moi pour regarder la télévision dans mon salon. Après peu de temps, je commençais à m'ennuyer et décidai d'aller me balader. Il neigeait dehors et le paysage était très beau pour une balade. Je n'emmenais pas mon chien avec moi en partant de chez moi. Il était parfois très agaçant pendant les balades et je voulais juste passer un bon moment. Je marchais le long d'un trottoir. Il était environ 16h30 à ce stade et il commençait à faire nuit. Je suis le genre de personne qui est très perspicace, mais aussi paranoïaque. Je pense que c'est important de l'être de temps en temps, parce que ça pourrait vous sauver dans certaines situations. Je relevais la tête pour voir un homme qui marchait à côté de moi. J'avais déjà vu cet homme dans mon village et il m'avait toujours fait flipper. J'avais toujours un mauvais pressentiment quand il était là. Les autres fois où je l'avais croisé, il me fixait toujours avec un sourire déstabilisant sur le visage. Je ne veux pas être trop catégorique, mais je pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Alors tandis qu'il marchait à côté de moi, je gardais la tête baissée pour éviter tout contact visuel. Mais je pouvais voir du coin de l'œil qu'il me fixait. Je continuais de marcher, mais ressentis soudainement le besoin de me retourner, ce que je fis. Je le vis me fixer, et je me sentis extrêmement mal. Pour vous décrire cet homme, il fait environ 1m80. Il a l'air d'avoir la trentaine. Ses cheveux étaient dans un chignon serré, et il avait toujours l'air de porter les mêmes vêtements. Un jean, une chemise et un t-shirt avec des chaussures sales. Mon cœur se mit à accélérer. Alors je me retournai et continuai à marcher. Pendant les 10 minutes qui suivirent, je pouvais le sentir me regarder, ce qui voulait dire qu'il était probablement en train de me suivre. Je me retournai à nouveau pour confirmer mes plus grandes peurs et il était toujours là, en train de me fixer, comme une statue flippante dans un magasin d'Halloween. Nos yeux se croisèrent pendant 5 secondes avant que ma réaction de lutte ou de fuite ne fasse effet. Mon esprit se brouilla alors que j'essayais de trouver quoi faire. Il n'était qu'à quelques mètres derrière moi et se rapprochait. J'arrivais à un carrefour et attendais mon tour pour traverser la route. Il n'y avait pas beaucoup de lampadaires sur cette route, ce qui me faisait me sentir encore moins à l'aise. Alors que j'attendais de traverser, j'entendis l'homme se rapprocher de moi. J'espérais qu'il continue son chemin, mais ce ne fut pas le cas. « Salut toi !» Je me retournai pour lui faire face et ne lui fis qu'un sourire gêné sans dire un mot. Il me suivit de près alors que je traversais la route. Hey, salut !» Je répondis rapidement d'une voix forte sans avoir l'air trop excitée à l'idée de lui parler. « Salut !» Je continuais mon chemin, mais il me suivait et continuait la conversation. J'essaye de me débarrasser des téléphones chez moi. J'essaye de les vendre. Ça t'intéresserait d'en acheter un ? Dès qu'il eut fini sa phrase, je compris que j'étais en danger. Cet homme n'allait pas me laisser tranquille, et je savais qu'il mentait. J'étais peut-être jeune, mais pas stupide. Alors je répondis simplement. « Non, merci. Bonne journée. » Il continua à me suivre de près, et je me disais à présent que ça tombait vraiment mal que mon téléphone soit cassé parce que je ne pouvais appeler personne. Je commençais alors à paniquer intérieurement. Je pris un virage et remarqua qu'il n'y avait personne, ni à pied, ni en voiture. C'est alors que je décidai que j'allais taper un sprint. Je ne me retournai pas, je ne fis que compter dans ma tête. 3, 2, 1... Cours! Je sais que je n'aurais pas dû, mais je regardais derrière moi une dernière fois en courant. La lumière n'était pas la meilleure, mais je pouvais clairement voir qu'il tenait un grand couteau de cuisine dans ses mains. J'avais tellement peur que je crus que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me sentais mal, mais je devais réfléchir vite.
l'homme me rattrapait. On traversait mon village à ce stade et je pouvais voir quelques spectateurs au loin. C'est à ce moment-là que l'impensable arriva. J'ai senti l'objet froid frapper mon dos. Après quelques pas de plus, je pouvais sentir mon sang couler le long de ma colonne vertébrale, au sens propre du terme. Ce malade m'avait poignardé. Je titubais légèrement, mais je continuais à courir, même si j'étais gravement blessée et que je saignais. Heureusement pour moi, il y avait un petit commissariat juste en face de mon quartier. Sachant que c'était une question de vie ou de mort, j'accélérais vers le poste de police. Alors que j'atteignais l'entrée, je me retournais pour voir l'homme courir dans le sens opposé. Je me ruais à l'intérieur, complètement hystérique, et 2 policiers vinrent immédiatement à mon aide. L'un d'entre eux appela une ambulance, tandis que l'autre faisait pression sur ma plaie. Je leur expliquai frénétiquement ce qu'il s'était passé avec l'homme. L'ambulance arriva et m'emmena à l'hôpital. J'étais sous le choc et tellement submergée par la situation. Ça semblait tellement irréel. Heureusement, le coup de couteau n'était pas trop profond et je m'en suis entièrement remise depuis. Je donnai une description détaillée de l'homme et expliquai que je l'avais déjà vu avant. Il avait dû fuir quelque part loin, parce qu'à ma connaissance, ils ne l'attrapèrent jamais. C'était la dernière fois que j'allais me balader seule. Je n'utilise pas beaucoup les applications de rencontres, mais à l'époque, quand j'étais dessus, il y avait un moment qui m'avait vraiment marqué. J'avais matché avec une fille très jolie, simple et qui semblait sympa. On a discuté et je lui ai rapidement proposé de se rencontrer. On allait sûrement passer une soirée tranquille, je m'étais dit. On avait convenu de dîner ensemble pour faire plus ample connaissance et on avait décidé d'aller dans un restaurant américain basique, un endroit où je suis allée une fois et qui a probablement fermé plus tard cet été-là. Nous nous sommes installés à l'arrière du restaurant et cette fille s'est glissée à côté de moi sans la moindre hésitation, ce qui était un peu étrange, mais ce n'était pas la chose la plus bizarre qui me soit arrivée ce soir-là. Nous parlions de tout et de rien, et puis d'un coup, j'ai senti ses doigts s'insinuer dans la paume de ma main. Pour une raison quelconque, j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Enfin quand même, elle ne cherchait pas à me prendre par la main alors qu'on venait de se rencontrer même pas 2 minutes avant, non ? Pendant que ça se passait, la serveuse revenait vers nous pour prendre notre commande, et là, les doigts de la fille se sont glissés entre les miens pour me tenir encore plus fort. Bon, je n'ai rien dit sur le moment. Dites-vous que ce n'est même pas la partie la plus étrange. Tout au long du repas, elle ne m'a pas lâché la main. Elle me disait même des choses un peu étranges comme « Tu peux me serrer la main un peu plus fort ?» Je l'ai regardée bizarrement et là, elle a enchaîné en me disant « Allez, t'as les mains si grandes comparées aux miennes qui sont si petites, tu peux vraiment me serrer la main très fort. » Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai obéi parce que je pensais qu'elle était mignonne. Puis elle souriait et elle secouait mon poignet de gauche à droite, comme si on était en promenade ou quelque chose du genre. Mais vraiment, ce qui est dingue, c'est que cette fille ne m'a jamais lâché la main de tout le repas. Nous avons fait de notre mieux pour manger avec une seule main. Je ne vous conseille pas d'essayer, c'est vraiment difficile, mais elle continuait de me serrer ma main. Donc je ne pouvais rien faire. Tout ce que je me disais, c'était que elle n'était pas si mignonne que ça au final. Elle était juste dérangée. D'ailleurs, les gens des autres tables nous jetaient des regards perplexes, du genre « Mais qu'est-ce qui se passe sur cette table ?» Puis elle enchaînait en me disant « Mais t'es vraiment fort, tu pourrais vraiment me blesser tellement que t'es fort. » Et elle a ajouté quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire mal. Mais quoi ? À ce moment, je ne savais même pas quoi lui répondre. Et là, elle m'a dit « Je veux que tu me brises mes os. » Bon, là, ça commençait sérieusement à devenir flippant. C'est comme si elle voulait que je lui fasse vraiment du mal. Et finalement, c'était la goutte de trop. J'ai retiré ma main de la sienne. Et ce qui semblait être une fille normale s'est avéré être une totale folle. Je me suis levée et je suis partie demander l'addition. Elle me suppliait de rester et de ne pas partir. Et elle rigolait en me disant que tout n'était qu'une blague, qu'elle exagérait et que je ne comprenais pas. J'ai payé l'addition, je suis sortie et je n'ai jamais revu cette femme. Je n'ai même pas eu besoin de la bloquer sur l'application car je l'ai immédiatement supprimée. Parfois, cependant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle voulait vraiment.
Je suis une femme très extravertie, mais je suis plus grande que la plupart des hommes. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à faire des rencontres. Cela dit, j'étais sur chacun des sites de rencontres et des applications que je pouvais connaître, et ce pendant au moins 5 ans. C'était le moyen le plus facile de parler avec des gens, mais il faut dire que faire connaissance avec des personnes par le biais d'applications conduit à des rencontres assez étranges. L'une de ces rencontres a eu lieu lorsque j'ai accepté une invitation à un rendez-vous venant de l'un des hommes les plus petits que j'ai jamais vus. Je n'ai rien contre sortir avec des hommes plus petits que moi, mais je me sens assez mal à l'aise quand ils sont trop petits. Personnellement, je fais 1m80 et je suis en surpoids, et le gars en question mesurait 1m63 et pesait peut-être 50 kg. Malgré l'écart de taille important, il semblait assez gentil et on avait beaucoup en commun, on avait beaucoup parlé, et il semblait avoir une vie normale et assez en ordre. Beaucoup d'hommes et de femmes sur les services de rencontres en ligne n'ont ni emploi, ni voiture, ni maison ou même parfois pas de salaire. Donc quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit que j'allais lui donner une chance et que j'allais essayer de dépasser le préjugé que j'avais. On a décidé d'aller prendre un verre dans un bar, il s'est avéré gentil, on a passé un bon moment, mais finalement il a commencé à me faire des commentaires étranges sur ma taille et sur mon poids. Je pensais qu'il était peut-être juste un peu mal à l'aise ou maladroit. Ça ne semblait pas malveillant. Mais il n'a pas arrêté de la soirée. Chaque mot qu'il prononçait était un compliment sur ma taille ou une critique. Cela devenait vraiment de plus en plus gênant pour moi, au point où je ne pouvais même plus apprécier le moment avec lui. De manière étrange, j'ai compris que ce que les filles voulaient dire quand elles se plaignaient d'être prises pour des objets, eh bien, c'était ça. On a l'impression de ne pas être une personne du tout. Vers la fin de cette soirée, il m'a dit qu'il avait un fétiche autour d'être soulevé et serré par les femmes plus grandes que lui. Il a même ajouté que rien d'autre ne le satisfait plus et que c'était ainsi depuis des années. Bon, d'accord, chacun son truc. Certaines personnes ont des fantasmes assez atypiques. Au moins, je pouvais un peu comprendre ce qui l'attirait chez moi physiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de le revoir pour un deuxième rendez-vous. En attendant de se revoir, on continuait d'écrire par message et il n'arrêtait pas de me dire combien il avait hâte que je le soulève avec mes grands bras et il m'a demandé si je pouvais même le soulever au-dessus de ma tête. Finalement, c'est devenu le seul sujet de discussion et je vous avoue que ça m'a un peu déconcertée. Je lui ai dit poliment que je n'étais plus intéressée et il faut dire qu'il avait plutôt bien pris. Je m'attendais au comportement classique du genre « mais non, tu es la seule pour moi » ou alors « non, tu dis n'importe quoi » ou alors même des insultes. Mais je l'avais jugé un peu trop vite car au final, il s'est avéré être un gars plutôt classe, juste un peu sans gêne avec son fétiche sur les femmes grandes. Mais ce n'était même pas ça le plus étrange. Le pire, c'est quand j'ai matché avec un autre gars sur cette application et nous n'avons jamais eu la chance de nous rencontrer car il n'a jamais été question d'un rendez-vous. Nous avons brièvement discuté, puis il a disparu pendant quelques mois. Et un jour, il est réapparu dans mes demandes de messages. Il s'est excusé pour son absence et il m'a expliqué que désormais, il était en couple avec un membre de l'application qu'il avait rencontré peu de temps avant. Pas de souci, c'est ce pourquoi on est tous sur les applications, de toute façon non. Mais il a continué de me parler de sa vie en m'expliquant que lui et son ex avaient rompu, mais que parfois il parlait de temps en temps. Bon, d'accord, je ne sais pas pourquoi il me racontait ça, mais j'allais rapidement le comprendre car il m'a expliqué qu'il avait peu de complicité entre les deux et il voulait savoir si je pouvais les rejoindre pour devenir un trouble, donc un couple à 3. C'était effrayant et même dégradant pour moi, mais ça m'a tellement répugnée que je suis restée éloignée de tout ce genre de services, les applications de rencontres ou les sites, pendant très longtemps. Heureusement, j'ai fini par rencontrer un partenaire avec qui je suis encore et désormais, je suis très heureuse. J'avais un emploi d'escorte complètement légal qui me rapportait un salaire décent mais qui me laissait aussi beaucoup de temps libre. Est-ce que c'était un bon job ? Pas vraiment. Est-ce que c'était amusant ? Probablement pas. Et puis, en plus, j'étais dans une période assez étrange de ma vie où le danger équivalait à de l'excitation. Comme j'avais toujours eu des aventures décontractées dans le cadre de mon travail, j'utilisais parfois des applications de rencontres pour occuper mon temps. J'avais en tête que le travail était le travail, les hommes me payaient pour m'aider à payer mes factures. Ce n'étaient pas des personnes avec qui j'allais m'impliquer émotionnellement.
Je pensais juste pouvoir trouver un petit ami décontracté via une application de rencontre qui peut-être accepterait mon job et mon style de vie. J'ai matché avec un gars pour lequel j'avais des sentiments, sans entrer dans les détails. Il ressemblait et parlait comme les gars dont je rêvais. Il était tellement à la hauteur de mes attentes que je le gardais même secret de mes amis. Je pensais que si je partageais ma nouvelle relation, bien ça la ternirait d'une manière ou d'une autre. Comme si l'un de mes amis pouvait me le voler avant même que je puisse concrétiser les choses avec lui. Avec le recul, peut-être que je pensais que c'était trop beau pour être vrai. Disons que c'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est la phase de lune de miel où deux personnes voient les versions les plus parfaites l'une de l'autre, bien que les choses ne soient rapidement gâchées par la réalité. Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé, car je voulais parler à ce gars à toute heure, et ça commençait même à affecter mon travail. Finalement, on a cédé et on a décidé de s'organiser pour se voir, mais il voulait qu'on ne se voit pas dans un bar ou à un restaurant. Il m'a donné directement son adresse et je suis passée chez lui pour passer une soirée avec lui. C'était explosif au début, littéralement, dès le moment où on s'est rencontrés. C'était passionné, c'était fort. Ça n'avait rien à voir avec ce que je vivais au travail. Avec lui, j'ai vraiment pu me lâcher et me laisser aller. J'ai fait tout ce que je voulais faire avec mon petit copain. Cependant, il a changé à mesure que les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Il a commencé à me parler d'une manière que je n'aimais vraiment pas. Il me parlait vulgairement depuis le début, mais ça allait de plus en plus loin. C'était méchant et dégradant, et honnêtement, ça commençait à me faire peur. Je ne savais vraiment pas quoi dire et quoi répondre. Il a commencé à me parler de l'endroit où je travaillais, de ce que je faisais pendant mes heures de travail. Soudainement, j'ai réalisé que ce n'était pas une rencontre due au hasard sur une application. Cet homme devait me connaître car il m'a donné des détails sur le club où je travaillais. Ça a vraiment pris un tournant tragique le jour où il a essayé de m'attraper par le cou. Il a finalement réussi et il m'a fait si mal, il m'a attrapé si fort que j'ai failli perdre connaissance. Il n'y avait absolument rien que je pouvais faire d'autre que céder et essayer de survivre et de respirer. Je vais garder cette partie de l'histoire brève, car c'est un mauvais souvenir pour moi, mais les rares personnes à qui j'en ai parlé m'ont toutes dit que j'ai sûrement dû tomber dans les pommes, car je ne me souviens pas vraiment de tous les détails. Il a insisté après ça pour que je passe la nuit chez lui, et c'était vraiment une soirée traumatisante. J'attendais le pire à chaque fois, je me demandais s'il allait me battre, s'il allait m'étrangler de nouveau. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais ce qui pouvait arriver. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper, je suis allée directement vers mes collègues qui n'ont d'ailleurs pas été très solidaires. La moitié d'entre eux ne me croyaient même pas et l'autre moitié m'assurait que c'était sûrement un malentendu, du genre que j'avais mal compris les intentions du gars. Certains d'entre eux m'ont même dit qu'ils connaissaient le gars en question et ils me promettaient que ce n'était pas son genre de faire ça. C'était déjà horrible d'avoir vécu cette situation et d'en avoir échappé, mais en plus, je me retrouvais comme la coupable aux yeux des autres. Ensuite, je suis allée vers mes vrais amis, des personnes que je connaissais en dehors de mon travail, et ils savaient ce que je faisais pour gagner ma vie, et ils ont en quelque sorte rejeté la faute sur ça, disant que je n'aurais jamais dû travailler dans ce milieu et que ça finissait forcément avec des situations comme celle-là, mais ils m'ont conseillé d'aller à la clinique pour me faire tester, quelque chose que je pouvais faire dans mes moyens et qui donnerait des résultats pragmatiques. Je ne savais pas ce que ce gars m'avait fait quand j'avais perdu connaissance. Est-ce qu'il m'avait agressée ? Est-ce que j'étais enceinte ? Est-ce que j'avais une MST maintenant ? Avoir un peu plus d'informations sur ce qui s'était passé cette soirée-là me donnait un sentiment de tranquillité. J'avais fait les tests, puis j'ai traîné dans la salle d'attente en attendant les résultats. C'était calme et assez confortable là-bas. Je me suis perdue sur mon téléphone jusqu'au moment où j'ai reçu un SMS. C'était une capture d'écran de mon profil Tinder et il y avait des messages que j'avais envoyés à d'autres personnes. Donc, d'une manière ou d'une autre, le gars qui m'avait agressé s'était procuré mes identifiants et il avait retrouvé mes messages. Il les avait envoyés à d'autres personnes pour se moquer de moi. Et après ce que j'avais vécu, je n'ai pas résisté, je me suis effondrée en larmes. Après cet incident, j'ai quitté le domaine dans lequel je travaillais. Ça devenait beaucoup trop dangereux pour moi et en plus personne ne me prenait au sérieux. Mais ce que je voulais vous dire en vous racontant mon histoire, c'est de ne laisser personne vous dire ce que vous devriez être ou ne pas être. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Ne vous rendez pas chez quelqu'un pour un premier rendez-vous. Retrouvez-vous toujours dans un lieu public et surtout, ne faites pas confiance aux applications de rencontres.
J'ai utilisé des applications comme Tinder et d'autres choses du genre quand j'étais plus jeune et célibataire. Un jour, j'ai matché avec un homme qui était presque 10 ans plus âgé que moi, lorsque moi je n'avais que 21 ans à l'époque. Malgré la différence d'âge, qui m'a un peu déconcertée au début, on avait bien accroché. Beaucoup de nos centres d'intérêt concordaient et nous avions même assisté à certains des mêmes concerts. Avoir autant de points communs avec un homme plus âgé était un véritable stimulant de confiance en soi. En l'espace d'une semaine seulement, il a clairement indiqué qu'il voulait me faire tomber amoureuse. C'était vraiment un gars gentil qui voulait être doux avec quelqu'un. Plus tard, il a laissé entendre que nous devrions emménager ensemble. Il a commencé à dresser une liste de nos affaires personnelles, vérifiant ce que nous avions en double et ce que nous n'avions pas et que nous devrions acheter. C'était mignon, c'était comme une manière amusante de faire la conversation. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand il m'a dit qu'il serait heureux d'adopter ma fille. C'était énorme pour moi que quelqu'un me dise quelque chose comme ça, car déjà à l'époque j'étais jeune, mais surtout j'étais récemment devenue mère. Il décrivait tous les devoirs et les rôles qu'il serait prêt à assumer, ce qui correspondait parfaitement à mes attentes. C'était comme un rêve devenu réalité. Il m'a dit tout cela avant même que nous nous soyons rencontrés dans la vraie vie, c'était seulement après 7 jours de conversation par message. En y repensant, je me dis que c'était l'une des choses les plus psychopathes que je ne puisse imaginer, car c'est vrai, j'étais jeune et j'attirais les gens étranges sur les applications de rencontres, mais personne ne devrait vous dire ça après seulement 7 jours de conversation avec vous. C'est vraiment étrange de dire des choses pareilles. Finalement, nous nous sommes rencontrés dans un bon restaurant pour un dîner et nous avons simplement traîné pendant 2 heures. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Le gars que j'avais par message n'était plus du tout là. J'essayais de faire la conversation, mais il hochait juste la tête, il secouait la tête, et parfois il réagissait même pas à ce que je lui disais. Il se contentait de me fixer de manière effrayante, inconfortable, avec un regard vide et sans émotion, juste me fixant droit dans les yeux. S'il déplaçait son regard vers une autre caractéristique de mon visage, il livrait la même fixation impitoyable jusqu'à ce que ses yeux bougent de nouveau. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Nous avons partagé l'addition et je suis rentrée chez moi. Nous avons continué à communiquer par SMS pendant une autre semaine, alors que je luttais pour lui faire comprendre que je n'étais plus intéressée et que, honnêtement, je le trouvais bizarre. Il mentionnait qu'il fallait qu'on se revoie, qu'il fallait planifier un deuxième rendez-vous, ce qui m'a finalement obligée à dire la vérité. Nous avons eu une conversation pendant environ 1 heure sur essentiellement la même chose, le fait que je n'étais pas intéressée et que je ne voulais plus lui parler ni le voir. Il disait qu'il ne comprenait pas et de nouveau il me redisait des choses mignonnes. Il reprenait son discours élogieux et étouffant. Finalement, j'ai réussi à lui faire comprendre que c'était bel et bien fini. Il a quand même bien pris. Il ne m'a pas supplié ou il ne m'a pas demandé de se rencontrer vraiment pour une dernière fois. En réalité, il ne m'a juste plus parlé du tout. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Malgré ce silence, je n'ai jamais oublié ce regard maudit qu'il avait. Un regard sombre, perçant, il me fixait sans cligner des yeux. Je pouvais sentir mon cœur battre de plus en plus fort à mesure qu'il me regardait. Parfois je me demande ce qu'il pensait, alors qu'il était assis là, à me regarder de cette façon. L'histoire se déroule à une époque où les applications de rencontres étaient encore assez nouvelles sur la scène sociale. Elles étaient principalement utilisées pour des rencontres décontractées, pour des fêtes ou même des relations éphémères. J'ai commencé à utiliser plusieurs de ces applications, probablement à cause de la pression sociale ou même par simple curiosité, mais c'était aussi en partie parce que j'avais vu mes amis finir en couple grâce à ces applis. Cela semblait être un passe-temps innocent pour les célibataires et ça n'allait pas me faire de mal. J'avais entendu parler des histoires d'horreur et des légendes urbaines sur ces rencontres en ligne, donc j'étais assez prudente et j'avais conscience de ces choses qui pouvaient potentiellement m'arriver, ce qui a créé une légère paranoïa en moi. J'ai pris mes propres précautions lorsque je parlais avec quelqu'un sur ces applis. J'avais une légère crainte des hommes en général, mais elle s'est exacerbée à cause de mon utilisation des applications. J'utilisais vraiment cela comme un tampon entre moi et les personnes potentiellement nocives. Et un jour, j'ai matché avec un gars et nous avons entamé une conversation presque immédiatement. Il était mignon. Sur toutes ses photos, il semblait vraiment adorable et il semblait vraiment s'intéresser à moi, à ma personne. D'ailleurs, notre échange est devenu rapidement passionné, à tel point que nous étions accrochés à chaque mot de l'autre.
Pour quelqu'un comme moi, c'était un véritable échange passionné. Simplement 2 personnes excitées d'apprendre à se connaître. C'était vraiment beau quand j'y repense. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, ce que j'ai accepté. Il m'a envoyé des SMS qui étaient assez nouveaux pour l'époque, donc échanger des numéros comme cela, ce n'était pas hors du commun. Mais nous avons échangé seulement quelques messages avant qu'il me demande mon compte Facebook et mon compte Tumblr. Ça a commencé à me rendre mal à l'aise car je n'avais pas mentionné l'utilisation de ces 2 réseaux sociaux. On aurait dit qu'il savait que j'étais inscrite sur ces réseaux. Je sais que c'est idiot, mais partager mes comptes personnels était une de mes précautions à l'époque et je ne voulais pas le faire. Je sais qu'il avait déjà mon numéro, mais avoir en plus mes comptes de réseaux sociaux signifierait qu'il pouvait m'identifier, connaître de nouvelles choses sur moi, le lieu où j'étais, bref, toutes ces choses que vous ne voulez pas donner forcément à une personne que vous venez de rencontrer. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée de partager ces infos et il m'a dit que ce n'était pas grave car il était espion. J'ai eu un peu peur, mais il m'a dit qu'il connaissait déjà tout ce qu'il voulait savoir sur moi. J'ai rigolé, je me suis dit qu'il faisait une blague, qu'il essayait de plaisanter, mais il m'a dit qu'il ne plaisantait pas du tout. D'ailleurs, il a commencé à me sortir des informations sur moi que je ne lui avais jamais données et là j'ai commencé à paniquer parce que ça devenait vraiment étrange. Je me disais que je n'aurais jamais dû lui donner mon numéro de téléphone aussi facilement, c'était peut-être avec ça qu'il m'avait retrouvée. Mais il m'a envoyé encore des messages pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il commence à mentionner négligemment des informations personnelles sur moi, mon nom de famille, la rue où je vivais, l'école où j'étais allée quand j'étais enfant. Bref, ça me donne des frissons de penser à toutes les choses aléatoires qu'il avait apprises sur moi. Et même s'il m'avait dit qu'il était espion, quelle était la probabilité que ce soit vrai ? Probablement 0. Mais du coup, je me demandais comment est-ce qu'il a pu savoir tout cela sur moi. Il a continué à me dire comme il était soulagé que j'étais une fille honnête, qu'il ne lui donnait pas de fil à retordre. Je suis passée sur la défensive, je l'ai traité de gars bizarre, ce à quoi il m'a répondu qu'il fallait rigoler et il a commencé à écrire en majuscule qu'il était mort de rire. Comme je l'ai dit auparavant, c'était une époque où les SMS et les applications de rencontres n'étaient pas vraiment aussi populaires. On comptait les caractères de nos messages et on n'envoyait pas autant de SMS en rafale à des gens. Et donc recevoir ces messages en majuscules qui étaient presque vides, juste lui qui rigolait, ça me faisait vraiment froid dans le dos. J'étais contrariée mais aussi effrayée. Après un moment, j'ai simplement arrêté de lui répondre. Ça n'avait plus d'importance de toute façon, mais lui il a continué à inonder mon téléphone pendant encore plusieurs heures avec différents messages. Après une semaine, j'ai finalement été au bureau de mon opérateur pour demander à bloquer son numéro. Cela a semblé fonctionner car je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, mais ça prouve à quel point ce mec m'avait menti car déjà il n'était pas un espion secret ou quoi que ce soit d'autre comme il le prétendait. C'est juste un mec un peu bizarre qui savait faire des recherches sur internet. Donc faites attention. Ne donnez pas d'informations personnelles aux premiers venus et surtout, ne partagez pas vos infos sur Internet. C'était des années avant l'avènement des applications de rencontres, à une époque où nous utilisions divers sites web pour essayer de correspondre avec des inconnus. Moi, j'utilisais Match.com, j'étais très prudente, je dois le dire, car le concept entier était encore nouveau pour l'époque et j'avais quelques appréhensions quant aux dangers possibles. Je me connectais une fois par semaine, juste pour avoir l'impression de prendre des mesures proactives pour échapper à ma vie de célibataire solitaire, sans vraiment faire grand chose en termes de rencontres. J'ai commencé à parler à un gars qui m'intéressait sur le site, et rétrospectivement, mon intérêt était purement physique. Je pensais qu'il ressemblait à Jeremy Piven sur l'une de ses photos de profil. C'est une célébrité sur laquelle je fantasmais depuis une décennie à ce moment-là. Et je pense que s'il n'avait pas ressemblé à Piven, je ne l'aurais jamais abordé en lui envoyant des messages et je ne me serais jamais impliquée. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je savais que les choses ne se passeraient pas bien car d'abord, il ne ressemblait en rien à sa photo et en rien à mon coup de cœur. Le gars était maigre, cheveux en hérisson, timide et ne semblait même pas s'intéresser à moi ou intéressé de discuter, tout court. Il ne ressemblait à rien comparé à ce qu'il paraissait sur internet. Sa première tactique a été de me faire boire. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant, donc on a commencé par un tour de cocktail, et il n'arrêtait pas d'insister pour amener de nouveaux shots. À plusieurs reprises, il voulait que les boissons n'arrêtent pas et continuent d'arriver à notre table. Et en fait, il m'avait rendu ivre avant même que notre plat principal n'arrive à la table. Une paire de Manhattan s'est arrivée à la table juste après avoir fini de manger.
C'était une surprise, un cadeau qu'il avait insisté pour avoir. À ce stade, nous étions à notre 6e ou 7e verre, bien plus que ce à quoi j'étais habituée. Cela a atteint un point où j'ai insisté sur le fait que je devais rentrer chez moi, ce à quoi il a obtempéré, presque trop joyeusement. En fait, cela s'est avéré être une énorme erreur plus tard, comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, petit conseil, ne laissez jamais ce genre de personnes savoir où vous habitez, elles reviendront forcément chez vous faire du mal. Le mec s'est garé devant mon duplex, mais il a gardé les portes de la voiture verrouillées, supposant que ça ne s'arrêtait pas là, que la soirée allait continuer et que nous aurions une relation ensemble. J'étais tellement ivre et dans un état d'ivresse pas possible que tout ce que je pouvais faire, c'était rire à l'idée qu'il venait de me proposer. Donc on allait le faire bourré, là, dans la rue, comme des lycéens, dans la voiture. Mais après avoir rigolé, je l'ai regardé et j'ai réalisé qu'il ne me faisait pas une blague. Il était vraiment sérieux et je pense que si il m'a fait autant boire, c'était pour en arriver à ce moment de la soirée. C'est là que j'ai réalisé que ce gars était vraiment bizarre. Vous devez vous rappeler que c'était à l'époque de Match.com. J'étais l'une de ces nombreuses femmes à la recherche de l'amour sur internet et j'admets que mon intérêt pour ce gars découlait de ce que je percevais comme son physique attrayant, mais utiliser un service de rencontre simplement pour trouver un partenaire d'un soir me semblait fou. Le gars a continué d'être insistant, mais il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas et je devais clairement lui expliquer que je refusais et je lui ai même dit non d'un ton sec. Et là, il a changé de visage, ce à quoi je ne savais pas quoi dire. J'ai juste dit que j'étais désolée, même si honnêtement ce n'était pas de ma faute et je n'avais pas à être désolée. Mais il m'a dit que si je l'étais vraiment, alors je devais passer à l'acte. Il m'a mis une certaine pression, mais j'ai continué de refuser. Et son visage devenait de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner. Il m'a dit que je n'en valais pas le coup de toute façon. Et il a commencé à me faire la liste de chacun de mes défauts. Non seulement il les examinait, mais il les amplifiait. Il me faisait passer pour la femme la plus laide qu'il ait jamais vue. Cependant, cela ne s'est pas arrêté au physique. Tout ce que j'avais partagé à propos de moi-même, mon histoire, sur mon profil, pendant le dîner, tout ça était devenu soudainement une arme utilisée contre moi. Il m'a vraiment blessée sur le moment et il m'a fait pleurer, mais il avait l'air content de l'avoir fait d'ailleurs, mais ce n'était que le début. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des fleurs sur ma terrasse arrière, accompagnée d'une note d'excuses. La signature venait de vous savez qui, et j'étais abasourdie. Quel psychopathe pour revenir chez moi, d'abord après m'avoir fait la liste de tous mes défauts, après m'avoir agressée dans l'allée de ma maison, et puis ensuite il vient me laisser un cadeau comme si nous avions une histoire ensemble. J'étais devenue totalement parano à l'idée qu'il pouvait se faufiler autour de ma maison et peut-être même s'introduire. Je regardais mes fenêtres et j'étais vraiment paranoïaque. Les cadeaux ont duré pendant 2 mois. Je me réveillais au moins une fois par semaine avec un certain bouquet, un cadeau ou même un mot d'excuse devant ma porte. J'en ai parlé à quelques amis proches et à des membres de ma famille. Ils m'ont tous dit la même chose, que je devais appeler la police immédiatement et ne pas contacter ce mec. Le problème, c'était que je n'assumais pas d'avoir été sur un site de rencontre et d'expliquer où est-ce que j'avais rencontré ce gars bizarre. L'idée de raconter comment j'étais assise dans sa voiture était totalement humiliante pour moi. Alors, j'ai eu une autre idée. J'ai sorti mon ancien appareil photo, une de mes armes que je cachais chez moi, et j'ai mis une note disant « La prochaine fois que tu viens, j'hésiterai pas à utiliser cette arme ». Cela a pris plusieurs jours, mais heureusement, il a vu le mot et il n'est plus jamais revenu. Je l'ai recroisé des années plus tard. Il était seul, toujours boutonneux et toujours aussi laid. Et moi, j'étais avec mon mari au restaurant, qu'il voyait pour la première fois après que je lui ai raconté cette histoire. Il l'a regardé de haut, il avait pitié de lui. Et il faut dire que son état s'était vraiment empiré depuis cette fameuse soirée.